peut-être pas très bien. Je tiens à quand même signaler qu'il a, au dernier salon de l'agriculture, gagné le premier prix d'agroécologie au niveau national. Et c'est un éleveur qui est dans une démarche... Ces reconnaissances sont peut-être un peu symboliques, mais elles sont importantes aussi, parce que vu le travail engagé depuis maintenant de nombreuses années, d'être reconnu par puisque c'est le ministère qui décerne ça, comme quoi il ne faut pas désespérer, de temps en temps on peut avoir c'est bizarre. des orientations qui sont surprenantes. Bon, je te passe la parole. Bonjour messieurs, dames. Je m'appelle donc Éric Germont, je suis paysan bio à Chabanais. J'élève des vaches limousines. Donc je suis installé depuis 1990. Mais au début j'étais conventionnel, parce que j'ai été élevé conventionnel, je suis né tout ça, et j'aurais dû finir ma carrière riche et puis conventionnel, mais bon. Et donc en 2000, il y a presque 25 ans, j'ai changé de modèle. J'ai voulu revenir libre, c'est pour ça que j'ai passé marqué paysan libre et heureux. Et donc en fait, ça fait 25 ans, c'était au mois de décembre 2000, et j'ai dit à mes collègues, bon, je vais reprendre un peu ma liberté, et je vais diminuer de 2 vaches par an pendant 10 ans, pour devenir autonome. Silence dans la salle, c'est un séisme dans tout le secteur, parce que j'ai été, il faut savoir, le plus intensif du coin. À l'époque, moi j'avais 60 hectares, 80 vaches, donc l'équivalent en gros de 2,40 vaches par hectare. Donc personne n'arrive à me battre. Et aujourd'hui, je suis devenu pratiquement, j'ai la même surface, 25 vaches, 50 bœufs, je suis autonome à 100%. Donc grâce à l'agroécologie, j'ai réussi à faire ce changement. C'est pour ça que j'ai gagné le premier prix à Paris, mais je le dis souvent depuis longtemps, en fait, je ne sais pas si j'ai raison, mais je sais que j'ai pas tort. Parce que mon système, il marche, il est viable, il est transmissible, il est rentable, donc on peut arriver à grande échelle. Donc j'ai commencé en 2003 à arrêter tout ce qui était engrais chimiques, pesticides, arrêter le soja américain, pour acheter vraiment de la production locale, et puis commencer aussi le pâturage tournant, c'est-à-dire remettre les animaux à manger de l'herbe. Et tout à l'heure, Baptiste il parlait de la génétique ou des... J'ai chauffé de la limousine, mais qui correspond en rien avec la limousine qui va au concours à Paris. C'est ma race limousine, mais que j'ai fabriquée parce que c'est des vaches qu'on peut engraisser à l'herbe. Aujourd'hui, la race limousine, elle est plus capable de s'engraisser à l'herbe. C'est-à-dire qu'en fin d'engraissement, les 3-4 derniers mois, on leur donne à manger des céréales. C'est-à-dire que c'est comme des petits cochons. On en fait des monogastriques alors qu'à l'origine, c'est des ruminants. Et puis aussi, je travaille sur le temps très long. C'est-à-dire que mes bêtes, elles sont à l'herbe, mais je fais des bœufs jusqu'à 4 ans. Donc toutes ces années-là, ils passent en gros 11 à 12 mois par an à manger que de l'herbe. Donc il faut considérer qu'on a une grande prairie, c'est comme un champ photovoltaïque. Le soleil fait pousser l'herbe nourrit ma viande, produit de la viande et j'ai un bilan carbone qui est neutre. Mais ça, en fait, ça se fait, on travaille sur le temps très très long. Donc après, j'ai commencé avec Promet à planter des haies en 2008, et tranquillement, j'ai refait un bocage. Et j'ai vraiment une vallée, à l'origine, il y avait 16 hectares. Donc pendant 30 ans, il y a eu la monoculture de maïs, il y avait 8 hectares de maïs dedans. Et aujourd'hui, cette vallée-là, il y a 11 parcelles qui font entre 0,8 et 1,30 hectare, et les 11 parcelles sont entourées de haies. Donc je suis passé en gros en 30 ans de 180 mètres linéaires de haies par hectare. Aujourd'hui, je suis à 380 mètres linéaires par hectare. C'est-à-dire qu'il y a des tableaux où on ne rentre pas dans les cases parce qu'ils s'arrêtent à 300. Et donc, en remettant du bocage, j'ai limité l'érosion, arrêté le vent, limité la vitesse de l'eau, fait de l'ombre à mes vaches. Ça me sert aussi d'arbre fourrager parce que l'été, on coupe les branches aux vaches. Les arbres, les vaches mangent les feuilles. Une fois qu'elles ont mangé les feuilles, moi je fais des coupeaux qu'on fait broyer qui remplacent la paille. Ça économise 25 à 30% de paille, ce qui fait que j'utilise aujourd'hui qu'une ressource qui est renouvelable. Quand j'aurai fini ma carrière dans quelques années, j'aurai eu aucun impact sur l'environnement. C'est ce qu'il faut comprendre aussi.
Et donc toute ma production aujourd'hui, elle est vendue à la SCA des Provers, qui est une coopérative de Dordogne. Et donc moi, je vends beaucoup pour les collectivités. Donc, parce que moi, je sais produire, mais je ne sais pas vendre, je n'aime pas trop les consommateurs. Je trouve qu'ils sont un peu bêtes et méchants, mais c'est mon point de vue, hein, j'aime pas trop l'être humain. En fait. J'aime mieux les arbres que les hommes. Mais, donc, à la Couronne, on fournit, j'ai des bœufs qui sont mangés là-bas, on fournit 550 repas tous les jours. Donc, ce qui fait que ma viande est mangée d'un rayon en gros de 150 km. Et on fournit aussi l'agglomération de Bordeaux, je ne sais plus comment ils l'appellent, là, comme de Bordeaux, c'est 28 000 repas tous les jours. Donc nous, la coopérative, on leur fournit des bovins, des ovins et des porcins. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je produis des animaux qui sont bio, même plus que bio, c'est une terme écologique, mais pour nourrir le maximum de population. Donc en fait, les gens qui mangent ça, ils ont une alimentation saine, et puis ils auront... faire de l'agroécologie ou de l'agroforesterie, on travaille sur le temps très très long, parce qu'au départ, il faut redécouper les parcelles. À l'école, on nous apprend qu'il faut agrandir la surface pour gagner en temps. Alors qu'il faut tout réapprendre, en fait, ce qu'on nous a appris à l'école. C'est comme s'il fallait réapprendre à lire, à écrire, à compter. Tout ce que j'avais appris, je l'oublie. Et puis, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que si vous voulez changer de modèle, faire de l'agroécologie ou être autonome, on peut vous accompagner. On a CBD avec l'Espérance Paysanne, on a les CIVAM, donc tout ça. Oui, je vous ferai passer les photos si vous voulez. On voit l'évolution en fait sur 50 ans des haies. Et même moi aujourd'hui, je suis surpris parce que quand je vois tout ça, je labourais en fait dans le sens de la longueur pendant des années. Parce que comme je labourais la nuit, comme on n'a pas beaucoup de temps, je travaillais jour et nuit. J'ai gagné du temps en bout de champ, j'avais fait une charrue, donc en fait je dormais sur la longueur. Et puis en bout de champ, ça me réveillait et puis je faisais le tour. Mais pour voir l'évolution aujourd'hui, c'est ça qu'il faut montrer, c'est que tout est possible. Moi, j'ai mis 15 ans en fait à recréer un bocage, à être autonome à 100%, et aujourd'hui, mon système est viable. Je gagne en gros 2000 € par mois. Quand j'en parle avec mes collègues, ils disent mais c'est pas possible. Mais si, parce que même mes fils à l'école, on dit mais avec 25 vaches, ton père il est encore un tracteur, mais ils croient qu'on travaille avec les chevaux. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est relativement technique. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Et le fait d'engraisser des bêtes sur le très long terme, là je vends des bœufs jusqu'à 4 ans, donc en fait c'est le temps qui met à engraisser, mais on a la plus-value parce qu'on produit de la viande avec zéro charge. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans le système conventionnel qui est aujourd'hui, c'est qu'on augmente le produit pour diluer les charges, alors qu'il faudrait réduire les charges. Pour vous donner une ordre d'idée, en 1995, je donnais 30 000 € par an, 30 000 € engrais, semences, traitement et les aliments. Le camion de granulés venait tous les 2 mois. 30 000 € en 95, aujourd'hui 1 800 €. Donc en fait, c'est l'absence de charge qui fait le revenu, hein, c'est pas les kilos. Et tout ça, on ramène de l'humus dans le sol. Moi, aujourd'hui, j'ai plus d'érosion depuis une dizaine d'années chez moi. Par contre, parce que j'ai planté des haies en limite de pente, par contre, je reçois, quand il y a eu des crues, notamment au printemps 2024, les sédiments de mes voisins qui sont pollués. Donc, il faut quelques temps, l'an dernier, j'ai récupéré peut-être quelques dizaines de mètres cubes de terre, de sable. Donc, tout ça, on peut le faire. Donc, et ça permet aussi, toutes ces haies, toute cette agroforesterie, de stocker l'eau dans le sol. On a fait des petits calculs et on estime qu'on peut stocker entre 600 et 700 mètres cubes d'eau dans les sols, dans le sol et par an. On a vu l'exemple vraiment en 2023. En 2023, on a eu une sécheresse vraiment l'été. Mes collègues ont commencé à donner à manger aux vaches à partir du 14 juillet. Moi, en ayant stocké l'eau dans mon sol, en ayant des haies qui limitent l'érosion, qui fassent de l'engrais, j'ai commencé le 1er septembre. Donc j'ai gagné 45 jours sur un système normal. Et tout ça, parce que j'ai des arbres qui font de l'ombre, j'ai stocké l'eau dans mon sol, j'ai des prairies multi-espèces qui recréent de l'humus, et je n'ai pas de la monoculture. Donc tout ça c'est possible, on peut le faire. Par contre, c'est extrêmement compliqué. Moi je fais du pâturage tournant, c'est-à-dire que mes vaches elles restent sur une parcelle, les parcelles font entre 1 hectare et 1 hectare 30, elles restent 2 jours sur la parcelle, et après elles reviennent sur la parcelle souvent entre 21 et 23 jours après. Et donc sur l'année ça me permet de faire entre 8 et 9 pâturages par an. Mais ce qu'on a vu notamment en 2025, c'est qu'avec les changements climatiques, la pousse de l'herbe a diminué. Et entre 2015 et 2025, j'ai perdu 2 pâturages sur l'année.
Avant, je faisais couramment 10 pâturages, et aujourd'hui, quand je fais 7, 8, c'est le grand maximum. Donc maintenant, on a un enjeu majeur, c'est-à-dire que nos plantes, nous, elles s'habituent, notamment le maïs population était relativement résistant au manque d'eau. Par contre, nos plantes, elles sont plus habituées aux grosses chaleurs. Moi, j'ai arrêté l'ensilage maïs en 2019 parce que les grosses chaleurs tuaient le pollen, brûlaient les soies et il n'y a pas de fécondation. Et cette année, c'est ma dernière année aussi en métaille. Je faisais un mélange de blé ancien et avec des févroles et de la baisse parce que notre climat il est plus adapté à tout ça. Donc à partir de maintenant, là, j'aurai que de l'herbe. Parce que l'herbe, c'est sûrement la plante la mieux adaptée pour, dans des fonds de vallée, retraits zones humides, et puis faire face au changement climatique. Et avec mes c'est pareil aussi, on a réussi à recréer, mettons, des zones humides, des mares. Dans mes fonds de vallée, maintenant, avant c'était la monoculture, maintenant il repousse des joncs qui sont revenus. On retrouve des ceps le long des la répétitive. Alors, dans le temps, il n'y en avait jamais eu, tellement c'était pollué. Même le long de la rivière, il y a beaucoup de houblons sauvages. Alors qu'il n'y en avait pas. Hein. Alors ça veut dire que l'humidité est là, la biodiversité elle est revenue. On avait fait un diagnostic avec Charente Nature en 2011. Ils en ont fait un en 2019 et on voit vraiment l'évolution. On a recréé une dynamique là-dessus. Hein. Mais il faut être très patient. Hein. Moi, je travaille sur le temps, en fait, très long. Et après, j'aime bien les nouvelles techniques, j'innove beaucoup. Donc, j'avais lu un bouquin sur l'agriculture de régénération, de Marc Shepard. Là. Et donc, j'ai essayé, parce que moi, j'aime bien tester. Et donc, j'ai refait des lignes clés, j'ai refait des baissières, et puis on arrive à stocker l'eau dans le sol, et puis à créer de l'humus en profondeur. Bon, il y a des choses, je suis un peu sceptique, mais... et aujourd'hui, j'essaye d'apprendre un peu sur la syntropie. Mais bon, c'est complexe, moi, je ne suis pas ingénieur, hein, je n'ai même pas eu brevet des collèges, donc bon. Mais... et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'INRA, notamment à Lusignan, sur les arbres fourragers, sur l'INRA de Bordeaux, sur les haies climat. Et donc tout ça, on essaie à grande échelle que nos pratiques s'adaptent au changement climatique, parce qu'on sait qu'ils vont être violents. Donc il faudra arriver à trouver des solutions pérennes. Mais les solutions, on les a. Hein. Vous avez un problème, moi j'ai la solution. Hein. Elle n'est pas forcément toujours adaptée, mais on a une solution. On propose quelque chose. Très bien, merci Eric. Donc on passe la parole à Laurent sur un autre type de territoire, hein, puisque toi tu es dans la vallée c'est de la Graine, hein, Eric. Oui, la Graine, oui. À côté de Chabanais. Toi, Laurent, tu es en tête de bassin, donc à cheval sur le bief et le début du bassin de l'Ombouture. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je suis en limite de bassin, hein, parce que une petite partie de la ferme bascule du côté de l'eau, que le reste de la ferme bascule sur le bief. Voilà, je suis en limite de bassin. Et je suis sur une ferme d'un seul tenant. C'est une chance aussi, un peu chez toi aussi. Mais c'est sur de la terre argilo-calcaire très superficielle. Historiquement, la ferme, c'était du cognac. Il y avait les chais, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais c'est une ferme que j'ai eu plusieurs... Dans mon métier, moi, j'ai pris la suite de mes parents. Autrefois, mes parents, mes grands-parents, comme toutes les fermes, il y avait tout. Il y avait 7-8 vaches, il y avait un peu de cochon, il y avait un peu de chèvre, il y avait un peu de tout. Et puis l'évolution a fait qu'il a fallu se spécialiser. On est tombé là-dedans, ma famille est tombée là-dedans. Mon père d'abord avec les vaches laitières. Que j'ai continué avec le système pâturage. Puis on m'a incité à arrêter le pâturage. Voilà, et mettre du maïs dans des terrains qui n'étaient pas capables de tenir du maïs. Et après, les problèmes sanitaires ont fait que, et les problèmes aussi économiques ont fait que ça a été compliqué en vache laitière. En 2006, j'ai arrêté les vaches laitières pour des problèmes sanitaires, hein, c'était du l'IBR à l'époque. Et j'ai le troupeau de chèvres qui était maintenu sur la ferme, du coup on l'a grossi. On a fini par passer en bio, on a juste le temps de passer en bio et lancer un projet de pâturage tournant, parce que toute la ferme, toutes les parcelles sont autour des bâtiments.
Bon, et il y a eu un incendie qui a arrêté tout ça. On a sauvé une grosse partie de nos chèvres, mais après on n'a pas pu remettre en place. Ce qui fait qu'après, j'ai continué ma conversion bio, mais en céréales. À l'époque où j'avais les chèvres, par rapport à mes sols, je prenais tous les ans des sécheresses quand même chez moi. La sécheresse était très, très pénalisante. Et je vais commencer à réfléchir sur comment moins exposer nos sols. Je suis tombé dans le système sans labour. Bon, après, le système sans labour avec semis sous couvert, c'est un super système pour relancer. Et c'est là qu'on découvre que, sortant de nos formations, c'est là que j'ai découvert que la vie de mes sols, j'ai appris tous les vers de terre, tous les carabes, tout ça, pris conscience de tout ça. Bon, avec un gros défaut du semis direct sous couvert, c'est qu'il y a l'utilisation du glyphosate, que je n'ai pas assumé longtemps. Donc après, bon, du coup, on a arrêté les chèvres parce qu'on n'a pas pu reconstruire le bâtiment. Je suis passé en bio et uniquement en céréales avec la SAS de Chassagne. Et je me suis appuyé sur mon passé d'éleveur, où j'amenais à la fin, donc en semi-direct, je posais du fumier à la surface de ma terre, juste 10 à 15 tonnes de fumier tous les ans, que je n'enfouissais pas. Alors, des voisins pouvaient s'en plaindre, mais c'était très cool, c'était pas si malodorant que ça. Et ça faisait vivre, ça faisait travailler toute ma vie du sol, avec les vers de terre, les insectes et tout ce qui intervenait pour la décomposition des fumiers. Donc tout ça, ça fonctionnait bien. Bon, j'ai arrêté le glyphosate, je suis passé en bio. Et en bio, là, le travail du sol et le labour est devenu indispensable parce qu'il y a eu l'année 2020 très très humide. Et donc j'ai dû recourir à un travail du sol. Et je me suis limité à travailler uniquement seulement les 5 cm. Là où il y a la vie du sol qui décompose la matière organique qui travaille, alors, pas beaucoup plus de terre. Hein. Si on est à 12 ou 15 cm, c'est grand maximum. Mais uniquement travailler les 5 cm. Et en bio, j'ai pensé que j'allais retenir la matière organique, je n'allais pas dilapider la matière organique que j'avais acquis du mon semi-direct et de l'élevage. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec les coups de chaud, les coups de sécheresse, que la matière organique s'en va, et que pour reposer les sols, il va falloir que je revienne à des prairies. Et bon, on a le même âge, hein. On est à 2 ans, 3 ans de la retraite. On n'a qu'une vie, mais au moins je suis satisfait d'avoir fait dans ma vie plusieurs métiers. Dans mon métier, à chaque fois j'ai réappris tout mon métier, entre l'époque de la vache laitière, l'époque de la chèvre, l'époque semi-direct et l'époque bio. J'ai toujours été passionné par la technologie, la technique qu'il fallait tout jeter pour changer. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'élevage sur ma ferme s'imposera avec le retour des prairies pour reposer mes sols, pour réensemencer en bactéries les microbiotes de nos sols et puis surtout protéger avec des haies. Moi j'ai planté des haies sur ma ferme, ça m'a valu beaucoup de soucis avec ma famille propriétaire parce que tout le monde n'est pas prêt, ni les voisins, ni la famille, ni le propriétaire, ça a été compliqué. Et on a d'autres camarades qui ont des problèmes avec leurs propriétaires aussi, qui n'ont pas accepté qu'on replante des haies, qu'on remette des arbres dans le milieu des parcelles. Autour, ça va, mais dans le milieu des parcelles, quand on découpe nos parcelles, c'est compliqué pour les propriétaires, pour l'entourage. Donc, moi, l'avenir, et c'est ce qu'on en parle souvent, c'est qu'il va falloir remettre, mais surtout pas aux tailles qu'on avait,
remettre de l'élevage, le faire circuler sur les parcelles pour réensemencer. Et ce qu'il faut comprendre, que dans les microbiotes de nos sols, dans toute la nature qu'on a autour de nous, il y a des éléments qui peuvent nous poser des problèmes. Dans la biodiversité, ça peut être des limaces, ça peut être des choses comme ça, mais ça nous apporte des avantages. Que ce soit une limace, quand elle fait ses besoins, elle libère des micro-organismes qui sont très très utiles dans la microbiote des sols. Bon, il y a les vers de terre, il y a tout ça, donc tout ça, ça intervient dans nos sols, donc il faut essayer de jouer avec toute cette biodiversité, les arbres, les prairies, et puis les cultures qui viennent de temps en temps profiter du système qui s'est installé, mais il ne faut pas faut arrêter de se spécialiser. Au niveau rotation, justement, là, quelle longueur tu travailles sur des rotations longues avec une succession précise? Alors pour ma part, j'ai coupé en 8 années, 8 parcelles 8 années. D'accord. Donc j'alterne céréales et culture de printemps. Et bien, en plus, c'est une céréale, un blé moderne, ou blé ancien, ou les épeautres, grandes épeautres, petites épeautres, et que j'alterne chaque céréale est alternée par un coup c'est lentilles cameline, un coup c'est pois chiches, un coup c'est un tournesol de bouche, l'autre coup, de moins en moins, mais tournesol linoléique. D'autres cultures sont à travailler, parce que j'aimerais bien changer deux fois de tournesol dans la même rotation de 8 ans. Bon, si je pouvais trouver autre chose, je le ferais. Mais il faut aussi découler et que ça corresponde à mes sols aussi. Mais c'est important d'apporter le maximum de cultures, le maximum de choses. Et donc, en divisant nos parcelles avec de l'agroforesterie, parce que ces parcelles, moi j'ai découpé des parcelles de 6 hectares, mais dès qu'on fait des agroforesteries, c'est des bandes de 30 mètres, je sais pas. Ah non, plus que ça. C'est 50 mètres? Ah oui, c'est assez bon. 80 mètres des fois, Oui, mais c'est l'agroforesterie, on a Baptiste en a installé. Mais c'est des bandes de 25 mètres, 30 mètres, jusqu'à 40 mètres ou plus. Mais ça fait des petites parcelles, mais ça fait changer la biodiversité d'une parcelle à l'autre, et ça, c'est extraordinaire. Les échanges, les balades de toute la biodiversité qui se fait entre les parcelles. Et en tête de rotation, des luzernes, des choses comme ça, c'est des choses... Ben, c'est ce qu'il faut que je remette. Alors, moi, j'ai fait 40 ans de luzerne. J'avais beaucoup de soucis avec des cytones, avec de la cuscute. On voit que la cuscute, de toute façon, on l'a partout. Cette année, on a de la cuscute sur toutes les mauvaises herbes. Sur beaucoup de mauvaises herbes dans le sol, dans les machins, on a de la cuscute partout. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions. Mais remettre des prairies... alors, le problème des luzernes, c'est que c'est une légumineuse. Il faudrait remettre des prairies complexes et puis les faire pâturer. Bon, ça sera peut-être pour moi. Très bien, merci Laurent. Juste avant oui, vas-y. de parler du maraîchage, en tant que citoyen, on a pensé, on a préconisé même dans nos propositions d'utiliser plutôt les terres qui sont très proches de l'eau dans le lit majeur. Et est-ce que vous pensez que c'est le meilleur endroit pour développer le maraîchage? Juste ça, simplement. Je inclurai ma réponse dans la présentation. Merci. Il y a d'autres questions à la volée ou... Non, on enchaîne? Je vais m'appuyer du coup sur la présentation de Anne parce que j'ai des bons supports pour présenter la ferme. Effectivement, nous l'histoire est un peu plus simple en disons que si mon père n'avait pas fait le travail qu'il avait fait au cours de ses 15 dernières années de carrière, je n'aurais fort probablement pas repris la ferme. Parce qu'en 2008,
il y a eu 3 années pivot où il a arrêté la production. Il était en conventionnel sur 144 hectares en céréales, système hyper classique. Il a arrêté la production pendant 3 ans, de 2005 à 2008. Et en 2008, après une formation qu'il a repris pour se former en BTS Axe, donc analyse et conduite d'exploitation agricole, pour se remettre à niveau, il a choisi de se réinstaller à plus de 50 ans en bio, et en créant le maraîchage, et en maintenant les 140 hectares de grande culture. Ça lui a valu quelques cheveux blancs quand même à l'époque, et en plus de ça, il s'est largement investi dans la maison de l'agriculture biologique. Donc voilà, tout ça pour dire que on s'inscrit dans du temps long, comme a dit Eric plusieurs fois. On s'inscrit dans du temps long. Nous, le changement climatique, c'est quelque chose de très 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 rapide pour nous. La vitesse à laquelle ça va, voilà, Eric l'a dit, ça nous inquiète parce que c'est beaucoup plus rapide que le temps dans lequel nous on s'intègre. Quand on plante des arbres, quand on crée des systèmes agroforesterie, c'est une projection à plus de 50-100 ans. Donc imaginez des systèmes dynamiques qui soient capables d'encaisser ces mouvements climatiques, c'est un vrai challenge à la fois technique, intellectuel et en même temps au doigt mouillé où est-ce que va aller la société, quoi. Ok, donc moi je me suis installé en 2018 associé avec ma femme sur non plus 144 hectares, mais on a réduit à 93 parce qu'au même moment il y avait un propriétaire qui nous mettait les terres en fermage qui a décidé de vendre, et clairement on n'avait pas les reins pour pouvoir racheter. C'était pas le moment à 25 ans de se mettre 1 million sur le dos d'emprunt. Donc j'ai préféré réduire la voilure, et par contre, là où mon père avait un système qui tenait grâce aux grandes cultures et qui permettait de lancer le maraîchage, moi l'objectif nous, avec Marina, en 7 ans, c'était d'inverser la vapeur, de faire en sorte que le maraîchage soutienne le reste de l'activité. Donc on a plutôt réussi notre pari dans le sens où on vit d'une dizaine d'hectares de maraîchage à peu près, et les 83 autres hectares sont aujourd'hui en jachère, sauf une trentaine qui sont en luzerne, et qui permettent de casser la jachère et d'éviter d'avoir des prairies permanentes. Donc en fait c'est un système pour l'instant qui est en transition, qui est mis en pause. Je vais vous faire un petit focus sur le maraîchage dans un premier temps, puis après je reviendrai sur le système grande culture. Le système maraîcher, il se voit assez bien là sur la carte. Il est représenté par cette zone-là et cette zone-là. Donc vous voyez qu'il y a une alternance en fait de régime hydrographique, dans le sens où les cultures que j'ai besoin de faire pousser en hiver et au printemps, ils sont en dehors du limageur. Et les cultures d'été que je peux faire en grande quantité, elles sont dans le limageur. Donc en fait, tous les ans, j'emprunte le limageur à la rivière pendant à peu près 6 mois, et après je restitue. Je restitue pas n'importe comment, je fais en sorte de protéger le sol, c'est-à-dire que tous les hivers, le sol est protégé par des engrais verts. Bon, le mélange a été travaillé pour pouvoir résister à la submersion et faire en sorte que la terre ne s'en aille pas. Donc on a un système qui est assez complémentaire. En fait, ces deux systèmes-là permettent de fournir toute l'année des légumes pour à peu près 250 familles et faire vivre sur la ferme 6 à 7 personnes. Voilà, donc on est 6 à 7 équivalents temps plein, ça dépend des années en fonction des saisonniers. Et donc voilà, c'est un système que moi j'affectionne particulièrement parce que en fait c'est riche en main d'œuvre, et en fait le soin de la main de l'homme n'égalera jamais le soin de la machine. Parce qu'en fait, avec ce groupe-là, on arrive à retravailler des haies, on arrive à réimplanter des haies. Là, ça se voit pas bien parce qu'elles n'ont que 3 ans. Mais en fait, là, c'est de l'agroforesterie. Il y a des bandes, il y a des arbres tous les 50 mètres, espacés de 50 mètres. Là. Ici, toute cette parcelle-là, donc en grande culture, il y a aussi des arbres. On a tout réimplanté de manière à pouvoir anticiper la venue de l'élevage et en même temps que ce soit compatible avec des grandes cultures. Que les machines puissent quand même circuler et en même temps que l'élevage puisse y prendre sa place. Donc voilà, le soin de la main permet de faire des choses sur des petites surfaces qui permettent de faire complètement déplafonner les performances qu'on retrouve dans des systèmes hyper mécanisés où il y a un UTH pour plus de 100 hectares.
Et très concrètement, du coup, ça suppose que ce qu'on a fait et qui a pris vachement de temps, c'est que sur toute la longueur de la rivière, sur une rive, on a fait un essai. Donc à peu près d'ici jusqu'à en haut, là, il y a à peu près 1 kilomètre. Même plus loin, non, je l'ai débuté d'ici, là, jusqu'en haut. Il y a à peu près 1 kilomètre et on a taillé des arbres qui avaient en moyenne 30-40 ans d'âge. On a tout recoupé à mi-hauteur d'homme pour les retailler en têtards. Et en fait, ces têtards-là, donc le bois, on l'a broyé. Alors, je suis pas éleveur, je suis maraîcher. Moi, je l'ai utilisé dans exactement la même optique. Il n'est pas passé par la case stabulation pour pouvoir absorber les excréta animaux, mais il est passé directement dans les champs pour pouvoir remonter les taux de matière organique et faire en sorte de remettre en route toute la chaîne trophique. Un sol, c'est un être vivant, il a les 3 fonctions d'un être vivant. Il mange, il respire et il élimine. Et donc en fait, il mange quoi? Il mange principalement des chaînes carbonées. Donc en fait, le bois, c'est quand même l'idéal pour avoir de l'humus stable et moins stable. Et du coup, ça permet de recréer des éponges, de refaire en sorte que les sols soient capables de retenir l'eau sur du long terme. Un point de pourcentage de matière organique gagné dans des sols en sol profond comme ça, on peut multiplier par 30 à 40 la capacité du sol à pouvoir retenir l'eau. En fait, c'est quand même monumental. Ce que je dis maintenant, c'est que les méga-bassines, elles sont déjà sous nos pieds, on les a déjà en fait. On les a déjà, pour le peu qu'on arrive à remettre des taux de matière organique en masse dans nos sols. Donc c'est quand même, c'est pas anodin ce qui s'est fait. Il faut garder aussi une espèce d'échelle en tête, dans le sens où remettre 1 kilomètre de haies taillées dans seulement 5 hectares de maraîchage, si on devait généraliser cette pratique-là aujourd'hui, avec la masse de haies et de forêts qu'on a en France, en fait, il faudrait tout raser, quoi. Donc faut quand même rester réaliste, et surtout sur du long terme. C'est pour ça que moi j'ai replanté des arbres, et je le fais de manière relativement dense. C'est que ces arbres-là, ils ont pour vocation à produire du bois qu'on va broyer et qu'on va restituer dans les sols. Donc qui dit du bois dit aussi des feuillages, et en fait à terme, c'est de pouvoir, et là je vais répondre à la question de monsieur, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que ces rameaux que je vais tailler tous les 5 à 6 par 7 ans puissent aussi faire du fourrage en été, sur la période où on n'est plus capable de produire du foin, même dans les limageurs, parce que du coup c'est trop sec. Donc vous voyez poindre déjà, rien qu'avec le système maraîcher, la place de l'élevage et la place du carbone dans ce système-là. Ok. Je vous l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais en gros la délimitation de la ferme, là on part d'en bas, on s'écarte, ça fait tout ça. Hop, 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 hop. Voilà. Là on a un îlot d'une 40aine d'hectares, à peu près, une petite 40aine d'hectares, tout ça. Et là on voit bien très nettement qu'il peut y avoir une articulation entre la zone du limageur et la zone qui ne noie pas. Il y a un concept en agronomie que je vais emprunter à Marcel Mazoyer, qui est un éminent chercheur, qui était un éminent chercheur à AgroParisTech et qui a rédigé l'ouvrage L'histoire de l'agriculture. Et dans cet ouvrage-là, il déploie une méthode qui s'appelle l'agriculture comparée. Et dans l'agriculture comparée, il a étudié plusieurs systèmes agraires de par le monde, et il y a un truc qui revient très très souvent dans les systèmes agraires les plus stables, ceux qui ont réussi à avoir une longévité la plus forte. Il a retrouvé 3 grandes zones. La première, c'est ce qu'il a appelé le saltus. C'est les zones relativement peu fertiles. C'est celles qu'on peut retrouver assez éloignées du bassin versant. C'est celles qui peuvent être vraiment sur des points hauts. Voilà, on va retrouver les zones vraiment où l'eau se garde mal, où il n'y a pas forcément beaucoup de matière organique, où il y a peu de sol. Mais bon, ça pousse quand même. Il y a quand même un peu d'herbe qui pousse. Donc en fait, le meilleur moyen de valoriser généralement ces zones-là, c'est bien souvent par du pâturage, à des périodes données, évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire ce pâturage? Il va revenir tous les soirs, ou tous les jours, ou X fois par semaine, dans une autre zone qu'on appelle l'agère. L'agère, c'est l'endroit où les cultures sont un peu plus propices. C'est pas les terres les plus fertiles, mais c'est quand même là où il y a les cultures les plus propices. Donc on va retrouver des endroits où ça peut être là où il y a des systèmes de grandes cultures, où les rendements sont les plus importants. Donc c'est des zones où il va y avoir plus de taux de matière organique, où il y a plus de rétention en eau, où c'est capable d'avoir des cultures
avoir des systèmes plus longèves et moins sujets du coup à ces à-coups de sécheresse l'été. Donc du coup, il y a un transfert de matière organique qui va se faire du saltus vers la gerbe. Et après, il y a une troisième zone, où là, qui est encore plus soignée, où là, généralement, ça va focus les terres les plus riches. Donc là, on va retrouver les zones dans les lits majeurs, hein, typiquement. Cette zone-là, toutes les zones qu'il y a en amont, là, c'est des voisins hein, qui les utilisent pour faire des cultures de semences potagères. C'est là où ils font des cultures d'oignons, il y a du maïs aussi, des cultures de porte-graines pour les betteraves. J'ai vu aussi des portes pour le persil, pour la coriandre. Là, ils arrivent à aller chercher des contrats avec des coopératives et faire de la culture légumière, mais à vocation de production de semences. Alors, en conventionnel, hein. Donc les IFT sont vraiment balèzes, quoi. Là, on est vraiment, ça tape dur. On a plus de 5, globalement. C'est plus qu'un colza. Enfin, je sais pas, je jargonne un peu, mais en gros, les IFT, c'est des indices de fréquence de traitement. Donc, en gros, un point de fréquence de traitement. Indice de fréquence de traitement. Un point, c'est une dose de n'importe quel produit, herbicide, fongicide, etc. Quand on est à indice de fréquence de traitement à 5, ça veut dire qu'on a appliqué 5 doses globalement sur la culture. C'est énorme, enfin c'est vraiment beaucoup quoi. Et si les betteraves, ça peut monter à 7-8. Bref, je referme la parenthèse. Donc du coup, et cette dernière zone là, qui est la zone de culture les plus riches, on appelle ça l'ortus. Donc en fait, l'idée, on va quand même se reposer sur des savoirs de chercheurs qui ont réussi à analyser des systèmes les plus longèves, qui étaient en place déjà aussi en France avant l'arrivée de cette période industrielle, où on avait quand même dans les années 1850 les systèmes les plus économes, les plus établis, les plus longèves. En fait, cette période-là, elle est hyper intéressante. Quand Laurent il disait, là, chez mes parents, il y avait de tout à cette période-là, c'était très diversifié. Mais en fait, il faut réussir à comprendre pourquoi c'était hyper diversifié. Il n'y avait pas le pétrole à l'époque, il n'y avait pas... ils avaient réussi quand même à établir des systèmes qui étaient très complexes, très résilients et assez intéressants. Ça ne veut pas dire qu'il faut refaire ça, ça veut juste dire qu'il y a une source d'inspiration sur cette époque-là qui est intéressante. Et du coup, ces trois zones, on les retrouve très nettement. Donc on pourrait très facilement imaginer dans ces systèmes-là, en tout cas moi c'est ce que je fais, je m'inspire à la fois de cette période donnée-là, du 19e siècle, je m'inspire aussi du comportement et des travaux de Anne sur comment évolue l'eau dans nos territoires, je m'inspire des travaux des climatologues pour nous dire ok, dans 50 ans à quoi va ressembler la planète, plus 4 degrés, ok, qu'est-ce qui se passe à plus 4 degrés dans un sol, est-ce qu'on va pouvoir travailler toute l'année, est-ce qu'il va falloir anticiper des périodes où rien va ne pouvoir pousser parce qu'il va faire trop chaud. Bref, je m'inspire aussi de ces 3 zones de culture, de la nécessaire de la nécessité de faire revenir de l'élevage, de faire revenir des arbres. Et en fait, quand on met ça tout bout à bout, on se rend compte que les systèmes les plus résilients, c'est quand même le système agro-silvo-pastoral. On remet des cultures, on remet des arbres et on remet de l'élevage. En fait, c'est les 3 piliers. Et ça, on réinvente rien, on va juste aller chercher à des périodes où les êtres humains avaient déjà inventé ces systèmes-là. Parce qu'en plus, ils étaient profondément économes en énergie. C'était pas des tracteurs qui faisaient le transfert de fumier, de la stabulation, puis de par les pendeurs, et puis le remettre sur les parcelles. C'était les bêtes qui allaient chercher la matière organique au plus loin et la ramener au plus près. C'était eux les véritables véhicules à l'époque. Je prétends pas, là, vous dessiner la solution, il y en aura certainement plusieurs d'ailleurs, chacun adapté à son climat, à son microclimat, à ses sols, à ses conditions de ferme. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir largement complexifier nos systèmes. Il va falloir remettre de la main-d'œuvre dedans, parce que du coup, c'est pas les machines qui vont réussir à faire tourner à minima 3 systèmes de culture différents. Enfin, 2 systèmes de culture et un système d'élevage. Et par-dessus ça, c'est un travail titanesque qui ne peut que s'enclencher, à mon sens, avec la société civile. Donc du coup, c'est-à-dire pas que les paysans, c'est-à-dire aussi les collectivités et les associations environnementales, bref, là où les citoyens ont envie de s'organiser. Parce que du coup, pour mettre ça en place, ça veut dire résoudre les problèmes de transmissibilité des fermes, faire en sorte de trouver des gens qui ont envie de revenir dans ces systèmes-là et de les remettre en route. Donc ça veut dire les appuyer, ça veut dire les aider, ça veut dire refaire réseau. Ça veut dire refaire réseau. Là où la plupart des paysans
retrouver à être cantonnés dans leur ferme et à ne pas forcément avoir d'ouverture sur des réseaux qui peuvent leur amener à remettre en question leur système pour pouvoir faciliter une installation. Cette approche par réseau, elle est hyper importante parce que ça me permet du coup d'enchaîner sur la suite. Ouais. Est-ce que j'ai une conclusion intermédiaire avant d'enchaîner sur les filières? Non, mais tu peux, ça ouais, est dans la logique, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé ce matin, là, c'est la première fois qu'on fait ça avec Laurent et Eric à 3 voix. Et je suis vraiment convaincu que c'est en identifiant les modèles qui marchent déjà un peu aujourd'hui chacun de notre côté, moi maraîchage, grande culture, élevage, qu'en se remettant autour de la table, avec les collectivités, on réussira à redessiner l'agriculture de demain. Mais il faut que ça aille vite par contre, parce que sinon la résilience n'étant pas encore assez présente, il est possible qu'il y ait de la casse en fait. Il est possible tout simplement que les systèmes s'arrêtent et ça à relancer quand un système s'arrête, c'est vraiment compliqué. Et là, on a fait juste un focus sur les deux cercles rouges que j'ai entourés, là, les intrants agricoles, la production. On a vu qu'il fallait un maximum diminuer les charges, il fallait beaucoup plus d'autonomie. Autonomie, c'est pas autarcie. Il fallait beaucoup plus travailler sur les systèmes de production, les rendre plus résilients, les rendre plus diversifiés, les rendre plus complexes, plus intensifs en main-d'œuvre, moins intensifs en capital. Mais on a à peine résolu le quart du problème quand on s'est attaqué à ça. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'attaquer à ça après. Et ça, je reviens sur un concept que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celui de filière. Comment on fait pour reconnecter la production avec la consommation? Comment on fait pour s'attaquer à ça? Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, avec les maraîchers de Charente, là je vous parlais d'un autre témoignage, avec les maraîchers de Charente, on change l'échelle, on dézoome, on va revenir sur l'échelle du système alimentaire. On s'est structuré, on s'est organisé, la maison d'accueil biologique était en tête de file sur ce projet-là. Elle est allée comprendre ce qui s'est passé dans les fermes, elle a fait des diagnostics, dans les fermes maraîchères, elle a fait des diagnostics, elle nous a remis autour de la table, c'était il y a de ça 5 ans. Et en fait, ça a abouti à un projet aujourd'hui où on a choisi d'avoir une approche du développement de cette structure qui est une approche par réseau. Et le fond d'écran, il n'est pas choisi par hasard. Parce que ce réseau, il va être essentiel dans la façon dont on voulait construire ce mode-là. Parce que on a mis les maraîchers autour de la table, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait 4 besoins qu'on partageait. On voulait mutualiser du matériel, on voulait mutualiser de la main-d'œuvre, on voulait mutualiser du stockage, et on voulait faire du commerce ensemble, mutualiser le commerce. Le commerce, c'était ni plus ni moins que d'aller respecter la loi Egalim, aller chercher les 20% de bio dans les collectivités, dans les restaurations hors domicile scolaire. Donc on savait qu'il y avait un marché qui était là, le Grand Angoulême globalement était bien en deçà des 20%, donc en fait il était tenu légalement de devoir répondre à ça. Sauf qu'en fait il n'y avait pas particulièrement de structure en face qui était capable de répondre. En fait, la filière n'était pas organisée au niveau départemental. Donc on a senti qu'il y avait de l'espace, politiquement c'était favorable, économiquement c'était favorable, et en fait aujourd'hui on a réussi à y aller, on a décroché grâce à un partenariat solide entre donc, PCB, Paysans Charente Bio, qui regroupe les maraîchers charentais, et Maya et Charente Insertion, Croix-Rouge, qui est une structure d'insertion qui a développé une plateforme logistique pour pouvoir réceptionner la cave des maraîchers et puis après la redispatcher, la reventiler, la redistribuer auprès des collectivités et des cuisines. Aujourd'hui, ça a payé. On a décroché un marché triennal à 200 000 € par an pour aller approvisionner toutes les cuisines centrales du Grand Angoulême. Et ça, les maraîchers, la façon dont on a structuré le développement, on est prioritaire. C'est-à-dire, dès qu'il y en a de la cam, des légumes de Charente, ça part quasiment automatiquement pour nourrir nos gamins. Évidemment, sans le concours du Grand Angoulême, du département, avec les plans alimentaires territoriaux qui donnent une ligne quand même politique et une trajectoire globale sur laquelle nous, on pouvait s'inscrire et s'aligner et puis utiliser ces documents cadres comme faisant foi de notre légitimité, de notre crédibilité, ça nous a permis d'avoir une vraie petite filière à l'échelle locale qui
qui a l'avenir devant elle, qui va pouvoir permettre d'installer des futurs maraîchers, qui va pouvoir permettre de remettre ces maraîchers dans des systèmes d'élevage, dans des systèmes de grandes cultures qui sont déjà en place et qui ont probablement 1, 2, 3, 4, 5 hectares à offrir à ces futurs maraîchers. Et en plus de ça, ça consolide déjà les fermes existantes, donc c'est intéressant. Et nous, on se positionne, les fermes qui sont déjà en place, on se positionne comme les futurs formateurs de ces maraîchers-là, quoi. En fait, ce qui est intéressant avec cette approche-là, que je vous ai décrite ce matin, qu'on vous a décrit ce matin, c'est que on a vraiment eu le sentiment de réempouvoirment, de reprendre la main sur des projets sur lesquels c'est possible de discuter avec des gens qui ont des pouvoirs de décision, le Grand Angoulême, le département, c'est quand même des élus locaux qui sont relativement accessibles. Et on a pu se fédérer à plusieurs, et en fait ce sentiment de réempouvoirment, c'est sacrément grisant. Quand on est agriculteur et qu'on sort de sa ferme et qu'on va travailler pour des projets de territoire qui ont du sens, ça nous permet de rencontrer du monde, ça nous permet de comprendre comment le territoire fonctionne, dans sa sociologie, dans sa politique, dans sa gouvernance. Voilà, donc tout ça pour dire que l'entrée haut qu'on a depuis le début, en fait, elle est hyper pertinente pour pouvoir déboucher à ce qu'on vous a présenté ce matin. Et là, pour l'instant, c'est work in progress, quoi. C'est pas complètement affiné. Mais en fait, on voit déjà qu'il y a des filières qui ont émergé en l'espace de 5 ans. On voit que, pareil, la SAS, les fermes de Chassagne, s'est consolidée aussi en l'espace de 5 ans. Elle a quasiment quadruplé de volume, voire quintuplé de volume pendant ce temps-là. Ça consolide des structures qui sont intéressantes. Mais ça va de pair avec les 5 cercles qu'on a vus, 4 à 5 cercles. Donc il y a encore du travail, s'attaquer à la transformation. On a des ateliers de transfo sur le territoire qui existent et qui là nous regardent et nous disent les maraîchers ils sont en train de faire des trucs sympas, il y a des légumes secs aussi qui sont avec l'autre filière grande culture, on a des éleveurs qui sont déjà branchés sur le réseau des collectivités. Il y a peut-être quelque chose à faire pour pouvoir transformer ces produits issus du territoire et les reproposer à une période où ça manque. Typiquement, l'archétype, c'est les tomates, quoi. Il y en a qui en mangeraient absolument toute l'année, mais pourquoi pas? À partir du moment où c'est des tomates qui sont mises en conserve, qui sont stockées à un pic de production au mi-août, où ça déborde et même on en jette, les maraîchers les bradent, ça peut être intéressant quand même de travailler ce produit-là pour les proposer en tomates entières, en bocaux au mois de décembre. C'est pas déconnant. Et puis en plus, faire de la transfo solaire en plein mois d'août, c'est cohérent. Une petite question, Baptiste, parce que la présentation des mises en place autour du travail qu'a fait la MAM au départ et après le PCB, moi je crois que tout le monde m'entend. Non, pardon, excusez-moi. Oui, je voulais poser une petite question parce qu'on voit très bien qu'effectivement autour du travail de la MAM à l'initiative et puis donc de PCB qui s'est développé et maintenant qui est opérationnel, quoi. Alors donc c'est ciblé produits de maraîchage, légumes. Est-ce qu'il y aurait une capacité, parce que le souci que je vois dans les exemples là, c'est qu'effectivement, à part Eric, qui est déjà éleveur, qui a ses filières, ces bêtes parts qui sont achetées, c'est clair, net et précis. Si on veut mettre effectivement, mettons sur une couture, quelques ateliers d'élevage, il va falloir effectivement quand même valoriser ça, mettre des filières. Alors je dis ça parce qu'avec Laurent, pour préparer cette journée, il ne faut pas croire que c'est toujours tranquille. On a essayé longuement de trouver, pour pas citer, c'est pas pénalisant, mais auprès de la Confédération paysanne, on voulait initier la venue de quelqu'un du national pour expliquer un peu justement les visions sur les filières qu'il fallait mettre en place et tout. Malgré toutes les sollicitations qu'on a faites, on nous a envoyé dans nos foyers, c'était en gros pas pertinent. Les dernières réponses qu'on a eues, c'était même déstabilisant, je me permets de le dire. Tant que vous n'avez pas d'éleveur, je vois pas bien pourquoi vous parlez de filière. J'ai dit, si on n'a pas des schémas, un petit peu, c'est pas facile de dire ou d'amener petit à petit des gens à s'installer. Quand vous avez des bêtes qui sont bonnes, qui sont matures, il faut bien les écouler.
Est-ce qu'une structure comme PCB pourrait prendre une branche viande, je ne sais pas comment la qualifier, tu vois ce que je veux dire, pour diversifier d'ailleurs son offre, hein, puisque bon, auprès des PAT, ben, il faut livrer en légumes, mais il faut aussi livrer en viande, en produits laitiers. Et je parle pas des fruits parce qu'on n'a pas bien abordé ça, mais quand on parle de mettre des arbres aussi dans les exploitations, on a un déficit énorme en production fruitière dans le département. C'est une vraie catastrophe. Hein. Réussir à manger 1 kilo de pommes issues de Charente, c'est compliqué. Enfin, il y a quelques paysans qui le font, mais c'est une toute petite offre, quoi. Donc il y a quand même des choses à initier. Donc la question en gros c'est ça, est-ce que PCB en grandissant pourrait se structurer pour être la filière complexe, dense, variée quoi, pour les collectivités et peut-être même pour des distributeurs indépendants, je ne sais pas à terme comment vous voyez ça, parce que je crois que tu es président. Ouais, c'est une super bonne question et c'est une question qu'on avait vu venir quasiment dès le départ parce qu'en fait la raison d'être de PCB, un de ses objectifs premiers, c'est de contribuer au système alimentaire de proximité. C'est écrit dans nos statuts. Bon, j'étais président de la rédaction des statuts, donc ça vient pas de nulle part. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a voulu conserver le statut associatif pour pouvoir être multifilière. On a voulu faire en sorte que la façon dont on les a rédigés, ça permet à n'importe quel groupe d'éleveurs, groupe d'arboriculteurs, de pouvoir se greffer sur cette coquille-là, d'avoir leur propre gouvernance, en fait, interne, pour faire en sorte qu'ils puissent se structurer. Nous, ce qu'on apporte, c'est une coquille juridique, un réseau, une plateforme de distribution, et en fait, derrière, s'il y a des éleveurs ou des arboriculteurs qui ont envie de se greffer là-dessus, c'est tout à fait possible. Donc après, moi je suis maraîcher, je tire les maraîchers vers le haut, je m'économise, sinon ouais, le burn-out du militant, on sait ce que c'est. Après il y avait une deuxième question dans ta question, c'était comment on fait par exemple avec l'agroforesterie qui arrive et qui aurait tendance à devoir se développer. Bah oui, on en parlait avec Eric chez lui quand on s'est vu, remettre des fruitiers dans des haies qui sont déjà capables de protéger ces arbres fruitiers, parce que c'est quand même des arbres qui sont très sensibles. Donc remettre des fruitiers dans des haies déjà en place, sous des arbres parasols, ouais, là on commence à tenir quelque chose de sympa, mais après en termes de filière, bah, peut-être imaginer de l'interpénétration en fait, c'est-à-dire un peu à l'image de moutonniers qui pouvaient utiliser différentes prairies à l'époque chez différents agriculteurs, on pourrait imaginer des arboriculteurs qui en fait exploitent les arbres de différentes fermes et se réorganiser comme ça en fait, c'est tout à fait jouable. Voilà, je pense avoir un peu répondu à ta question. Ah oui, et du coup pour couronner le tout, là où je voulais, et je vais terminer là-dessus, le projet qui est en cours avec Paysans Charente Bio, et je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle ou si vous connaissez des élus, vous êtes proches d'élus, mais en tout cas, tendez l'oreille à ce moment-là. Ce qui est en train d'incuber là pour l'instant à Paysans Charente Bio avec Maya, c'est de se rapprocher des maires de communes et de leur comité des fêtes pour utiliser la structure locale, la structure associative des comités des fêtes pour structurer des groupements d'achat qui puissent passer commande en direct à des prix semi-gros à la plateforme directement. Et donc en fait on peut imaginer 1 fois par mois, 2 fois par mois, puis peut-être à terme toutes les semaines, des livraisons en palettes. Le comité des fêtes récupère ces palettes-là, le réorganise, redispatche auprès de tout le monde, et en fait ça permet de résoudre le problème logistique, le problème d'accessibilité des produits bio réputés à tort chers, mais quand même, il faut rester honnête, pas forcément accessible à toutes les bourses. Donc ça permet quand même d'avoir des produits à 30 à 40% moins chers que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc en fait, les grandes distributions n'ont qu'à bien se tenir. Et tout ça, ça nécessite un petit peu d'organisation de la part des producteurs, ce qui est chose faite, et un petit peu d'organisation de la part des consommateurs pour pouvoir reboucler la boucle, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, c'est en phase d'essai dans la célèbre commune de Pézénaudoin et l'Anglais. Ça devrait démarrer au mois de novembre si c'est validé par le conseil d'administration de PCB et de Maya. Et là, puis après, ça peut se décupler. Si c'est quelque chose qui fonctionne, on peut largement imaginer après des palettes multiproduits de caissettes de viande, de fruits, de légumes charentais,
directement dans les communes à relativement bas prix, tout en respectant un élément qui est primordial dans la façon de construire ça, c'est les prix de revient des producteurs. Parce que le commerce équitable, c'est aussi le commerce équitable nord-nord. En fait, tout le phénomène d'asservissement par les prix et d'oppression par les prix qu'on connaît aujourd'hui dans les filières longues, l'idée c'est quand même de s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il n'y a rien de tel que des méthodes de calcul qui sont largement éprouvées aujourd'hui pour connaître à quel prix il faut que le producteur vende pour ne pas descendre en dessous et pas perdre d'argent. Donc ça peut en plus se faire contrôler. Ça c'est quand on sera grand. On pourra imaginer des systèmes de certification où des organismes de contrôle viennent dans les fermes, approuvent les calculs qui ont été faits sur les prix de revient pour dire ok, votre système il tient la route, c'est pas déconnant, vous avez bien fait vos calculs et vous êtes certifié pour pouvoir accéder aux filières de proximité. Donc dans le statut, on a un peu anticipé ça déjà. En fait, c'est obligatoire à horizon 2 ans, après avoir pris l'adhésion à la société, d'avoir fait la formation prix de revient avec la maison de la culture biologique. Voilà. J'en ai fini. Ouais. C'est pas mal. Allez. Bien, je tiens à remercier tous les intervenants de ce matin. C'était dense. Vous avez été très sages, c'est bien, parce que bon, s'il y a des questions encore, on a un peu de temps devant nous, parce que c'est pas de problème là-dessus. Bon, moi j'ai posé la question du vilain petit canard, mais dans les villages où il y a encore du commerce local, comme à Chazelles par exemple, est-ce que ton système ne risque pas de tuer ce commerce local? Parce que moi j'ai été paysan, bon, je suis de Dordogne, je suis au conseil d'administration de la maison des paysans, je suis à la confédération paysanne, et moi je pense que le fait que les paysans deviennent boulangers, bouchers, maraîchers, fromagers, la vie dans les campagnes, c'était quand même tout ce réseau. Il y avait le forgeron, il y avait le boulanger, il y avait le boucher, il y avait l'épicier, il y avait tout ça. Si une ferme devient le fournisseur de toutes les denrées alimentaires de base, on tue tout le commerce local. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est pas une ferme. Là, c'est un ensemble de fermes qui s'organisent, qui se regroupent pour faire d'infrastructures pour pouvoir après aller approvisionner les communes en question. Une chose est sûre, quand on passe par la porte collectivité, on a un pare-feu en fait, qui évite ce genre de distorsion de concurrence, c'est le conseil municipal. Si on va voir le maire en direct et qu'on lui propose ce genre de projet, ce qu'on a fait là, il y a 2 mois avec Marina, ils rapportent ce sujet-là en conseil municipal et après ils évaluent si c'est pertinent ou pas. Ils peuvent nous dire oui, ok, d'accord, mais que sur tel et tel produit, parce qu'en fait, nous, on a notre commerce, on a une boucherie à garder, En fait, aujourd'hui, moi je le vois, hein, je le vis de plein fouet. Hein. Pézénaudoin, c'est la déprise économique, c'est la déprise sociale, c'est la déprise des logements, il y en avait partout avant, ça se casse la gueule. Heureusement qu'il y a les Anglais qui sont là pour les retaper un peu. Et donc, du coup, là, au quotidien, quand il y a des communes qui sont à poil, en termes de services alimentaires, et qu'il y a quelques spars qui sont là, qui se battent à droite à gauche avec des prix, tu vois, tu sais pas trop d'où ça vient, en fait ça permet de remettre un peu de cohérence. Et du coup, c'est pour ça que fonctionner avec les collectivités, d'utiliser leur légitimité et leur arbitrage pour nous dire ok, là vous pouvez y aller, là vous pouvez pas y aller, ça permet de redonner cette fameuse cohésion des acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure en termes de critères de résilience alimentaire. Voilà. Vous pouvez prendre exemple sur la Dordogne, puisque le Conseil général de Dordogne s'est engagé à mettre tous les collèges de Dordogne avant la fin de son mandat en bio, local et fait maison. Sur 35, il y en a déjà 19 qui sont en bio, local et fait maison. Donc ça pousse les maraîchers à s'installer autour des petites villes où il y a des collèges. Et ça, c'est un très bon truc. Parce que carrément, on a les meilleurs de France à côté de nous. Ce serait dommage de pas le voir. C'est pas ce que je veux dire. Bon, franchement, pour avoir assisté à des démonstrations, c'est pas des démonstrations, mais ils nous ont expliqué en long, en large et en travers comment ici était pris d'un point de vue méthode au conseil départemental pour déployer ça. Ouais, c'est exemplaire, hein. Aujourd'hui c'est exemplaire. Alors, non seulement c'est exemplaire, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est une volonté politique au départ. Hein. Il y avait un président du conseil départemental qui avait cette volonté dès le départ, dès sa première installation, enfin je veux dire, nous on l'a rencontré pour autre chose, André, je ne sais pas où est André,
On était ensemble, on a été à Périgueux le rencontrer, et ça faisait quoi, 3 mois qu'il était élu président du département, et il s'engageait là-dessus, il le disait et il l'a fait, ça c'est remarquable. Mais il faut effectivement une volonté politique, hein. Là on est vraiment sur des leviers qui sont identifiables. Hein. Et ça c'est bon. C'est peut-être à nous aussi. Alors hier, c'était souvent la conclusion, il faut s'engager, il faut bien voter ou rentrer dans les institutions. Bon, là, au niveau agricole ou production, c'est plus difficile. Il faut laisser faire quand même les paysans qui sont les premiers concernés. Je trouve que la démarche que vient de nous expliquer Baptiste est alors, très complémentaire du cheminement d'Éric qui, lui, a déjà ses filières et bon, qui s'en sort bien, puisque lui-même dit je gagne ça par mois, personne ne se cache. Il faut aussi effectivement structurer ça, et il faut effectivement que le paysan puisse en vivre totalement décemment. Hein. C'est quand même l'alpha et l'oméga de ça. Après, qu'il y ait des organisations pour structurer la filière, je pense que c'est indispensable, quoi. Puisque aujourd'hui, tu cites Bézénaudoin qui est donc sur le bassin versant de l'eau de couture, donc on parle en plus du territoire sur lequel on a essayé de faire un focus, mais c'est criant, quoi. Moi je suis dans un petit village aussi du Nord-Charente, à Nanclar, il y a perpète qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus un commerce, il n'y a plus d'école, ça fait 40 ans. Donc même si c'était le centre du monde pendant 12 ans, le dernier week-end de septembre. Oui, j'ai une question. En vous entendant là, je me suis dit ça serait vraiment bien de aussi proposer des ateliers avec les enfants des écoles locales et avoir une éducation localement par rapport à ces actions-là. Alors je pense que aussi bien toi Eric que Baptiste, vous avez dû être sollicités ou tu es déjà intervenu. Oui, en fait on reçoit déjà beaucoup d'écoles de plus en plus qui viennent de très loin parce qu'en fait ils veulent voir ça et montrer aux élèves que ça existe. Et on a la chance aujourd'hui, c'est que dans les écoles agricoles, donc déjà depuis la rentrée 2020, ils ont obligation de parler d'agroécologie, c'est au programme. Mais c'est tout petit, hein, même si maintenant ils ont enlevé des codes rurales depuis le mois de février. Mais on reçoit ces élèves-là, et comme la moitié des élèves ne sont pas issus du milieu agricole, déjà on leur amène autre chose. Ils n'ont pas d'idée préconçue. Donc on arrive un peu à les changer. Ils voient sur le terrain, après ils en font ce qu'ils voudront, mais au moins ils voient des solutions qui marchent et qui sont alternatives. Tu as une expérience là-dedans, oui. Je me permets d'être aussi cash que Eric l'a été avec vous tout à l'heure. Moi, la petite enfance, l'école primaire, c'est pas forcément un public qui m'intéresse. Et voilà, là-dessus je me suis respecté, parce que sinon ça va très vite, effectivement il y a beaucoup de sollicitations. Mais non, par contre, voilà, post-bac, les études longues, je me suis positionné plutôt sur ce créneau-là. Et on a des sollicitations aussi de plus en plus, quoi. C'est intéressant. Mais on se rend compte aussi que ça déchiffre, ça défriche. Les deux. Ça défriche pas mal, en fait, ils y vont un peu à tâtons. C'est quand même des... Là, tout ce que je viens de vous présenter, ces concepts de système alimentaire de proximité et tout, c'est pas émergent, mais c'est quand même quelque chose qui commence à arriver dans le monde de l'enseignement parce que les chercheurs ont un peu bossé dessus les 10 dernières années et qu'ils ont de la donnée et qu'ils ont quelque chose de très costaud à pouvoir proposer. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez récent, mais c'est des clés de lecture qui sont très puissantes. Enfin, je trouve que pour pouvoir faire fonctionner tout ça, apprendre tout ce que on vous a pu vous exposer ce matin, dès le plus jeune âge, de manière très pédagogique, de manière très située, aller dans les fermes, etc. Ça fera des citoyens et des agriculteurs de demain hyper intéressants. Donc, limite, il faudrait le mettre au milieu. À côté du système alimentaire, il faudrait rajouter le système de formation, quoi. Voilà. À titre d'anecdote, je vous le dis d'ailleurs, parce que ça intéresse, je pense que ça intéressera tout le monde. On est confronté là à un tournant dans le renouvellement des générations d'agriculteurs. Bon, vous le savez, la moitié, machin, vont peuvent prendre la retraite d'ici 5 ans. Mais il y a un truc un peu plus grave quand même, c'est qu'on constate que les promos de BPREA, les brevets professionnels de responsable d'exploitation agricole, qui est vraiment le premier niveau pour pouvoir accéder aux subventions à l'installation, ne remplissent pas du tout leur classe depuis cette année. Le BPREA, il y en a 3 majeurs, il y en a
à Loisel-Rila, il y en a un à Poitiers à Venours et il y en a un à Blanquefort à Bordeaux. Et là, vraiment, ça ne se remplit pas. Donc en fait, il y a peut-être une panne aussi de vocation et d'attraction du métier, d'attractivité du métier. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des porteurs de projets maintenant qu'il va falloir aller chercher, quoi. Oui. Non, mais attends. Oui, donc moi je voulais parler un tout petit peu des communes du Grand Angoulême. Les communes du Grand Angoulême sont majoritairement en régie directe par rapport à la restauration collective. Champniers notamment en fait partie. Cette commune est très grande, mais il n'y a aucune offre de production locale en maraîchage. Aujourd'hui, bien qu'ils soient passés en régie directe, ils sont obligés d'aller chercher assez loin leurs denrées alimentaires. Donc en fait, la tentative, enfin, il y a une tentation effectivement au niveau de la commune, on la sent un petit peu cette tentation, et je voudrais savoir si cet échelon est nécessaire ou si vous pensez que c'est pas bon du tout. Ils souhaiteraient en fait devenir propriétaires municipal, enfin d'affaires d'acquisition foncière municipale pour produire pour les cantines. Donc en fait, cet échelon-là, moi je voudrais que vous puissiez répondre par rapport à ça, parce que je pense que c'est peut-être un petit peu une perte de temps. Bon, alors, je passerai la parole après, mais bon, d'abord, il y a des exemples depuis maintenant, plus de 20 ans. Dans le sud-est de la France, je ne sais plus quelle commune était pilote là-dessus, a repris une ferme et installé, produit exactement toute la nourriture, légumes, fruits. Il y a même un atelier d'élevage au vin, je crois, pour alimenter la cantine du RPI du secteur, quoi. Bon, après, c'est des choix de stratégie, hein. Ça dépend effectivement un peu de la volonté. Alors après, je vais passer le micro à Baptiste. Dans le Grand Angoulême, que des communes veuillent réinventer l'eau chaude, moi ça m'agace un peu. Hein. J'ai rien à voir avec la mairie de la Couronne. Hein. Je ne suis pas lié ni à monsieur le maire, mais la Couronne, depuis maintenant une douzaine d'années, a travaillé pleinement, 15 ans maintenant, ils ont essuyé les plâtres. Ils savent pertinemment où il ne faut pas aller se fourvoyer. Ils ont modifié les appels d'offres et tout. Ils ont réussi à modéliser ça. Je ne comprends même pas que ça n'ait pas pris un développement fou dans l'agglo du Grand Angoulême. Toutes les communes qui ont des écoles auraient dû se rapprocher parce que c'est le premier adjoint, je crois, de la Couronne qui pilote ce projet-là, d'aller le voir, comment vous avez fait, et puis ça y est, eux ils ont essuyé les plâtres. Et ben ça prend difficilement, tout le monde repart un peu maintenant dans son truc et son machin. Alors bon, ben ça me dépasse, quoi. La première fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, hein. Mais il y a quand même un espèce de constat de chacun tire un peu à hu et à dia, quoi. Si tu veux en écouter. En fait, ta question elle est intéressante parce qu'elle soulève une autre question qui est majeure. Toutes les communes n'ont pas le luxe de pouvoir remettre la main sur un lopin de terre, déjà. Là, la géographie de la Charente, c'est quand même 150 000 habitants concentrés sur le Grand Angoulême, 28 communes. Quand on prend juste Angoulême, tout est artificialisé, quoi. Donc, et c'est là où il y a le plus de monde, et il y a le plus de cuisine centrale. Donc, les communes qui vont pouvoir le faire, oui. Moi, je dis oui, c'est quand même le système le plus de proximité, le plus intelligent, quoique quand même assez faillible. Parce que une ferme qui propose à sa collectivité la totalité de sa production, comme on dit dans le commerce, quand tu n'as plus qu'un client, c'est plus ton client, c'est ton patron. Donc du coup, il y a ça veut dire qu'il faut accepter une forme de subordination très forte. Bon, en région urbaine, c'est cadré, c'est ce qu'il faut. Par contre, en termes de sécurisation de l'approvisionnement, si le maraîcher ou les maraîchers se foirent, la collectivité, voilà, s'il lui dit bon, cette année, il y a le milieu qui est passé, il y a peu de tomates. Ça va faire mal pour les cuistots. Donc il y a plusieurs leviers. Il y a évidemment le levier de la formation des cuisiniers, l'équipement des cuisines, faire en sorte qu'ils puissent être assez souples et pouvoir encaisser des variations de production, des diversifications de production. Donc ça, c'est la cellule départementale qui s'occupe de ça. Elle s'est montée en mars, je crois, cette année, cette cellule-là, qui s'occupe d'aller remettre à niveau toutes les communes, toutes les cuisines des collèges.
Bon, voilà, il y a plusieurs leviers dans cette approche-là. Après, la grosse question que ça soulève, c'est plutôt comment on fait pour refaire venir de la population agricole. Comment on fait pour démassifier, décentraliser toute cette population qui s'est massifiée autour des villes, autour des agglomérations. Parce que du coup, il va falloir du monde pour remettre tout ça en route quand même dans les zones productives, quoi. Donc, comment on fait pour rendre sexy, comment on fait pour rendre attractif des territoires où a priori c'est la loose, quoi. Je pèse mes mots, j'en vais vite dedans. Et donc là, le fait d'afficher qu'il y a un maraîcher local qui arrive à fournir la crèche ou la micro-crèche, puis la commune du coin, le fait qu'il y ait des politiques de logement qui facilitent l'accès à des futurs agriculteurs qui disent bon voilà, pendant 3 ans on vous offre le loyer parce que vous vous installez sur la commune. En fait, il y a plein de petits leviers à l'échelle collectivité, à l'échelle commune pour pouvoir attirer et un peu désengorger les villes, quoi, tout simplement. Oui, alors, Eric et vous, quand vous intervenez auprès d'étudiants, est-ce que vous allez jusqu'à leur parler, alors même si c'est pas juste pour demain, mais on espère quand même le plus vite possible, de la sécurité sociale, de l'alimentation? Parce que je trouve que c'est, pour ma part, un but tellement magnifique que ça peut encore plus les motiver. Voilà. On leur en parle un peu, mais les étudiants, souvent, ils ne sont pas trop concernés par ça. Quand ils viennent en visite sur la ferme, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent voir du vache, du matériel, ou ils veulent... J'ai eu une mauvaise expérience, c'était au mois de février, j'ai reçu le lycée agricole d'Évasé, ils sont venus planter une haie. Donc ils ont commencé à me dire que mon tracteur était trop petit, parce que c'était pas de cabine, et ils ont commencé avec les bombes de peinture bleue, sur les boîtes de paille marquées CR. Et toute la matinée, c'était compliqué, parce qu'ils voulaient, ils étaient là, pour eux, c'était une contrainte de planter une haie. Donc l'après-midi, après, ils ont visité la ferme, c'était un peu mieux, mais parce qu'on leur a montré des vaches, on leur expliquait des chiffres, mais... Oui, CR, coordination rurale. Parce que la Haute-Vienne, c'est des purs et durs. Et dans l'eau, il y en avait quelques-uns qui ne voulaient pas voir que le système pouvait changer. Pour eux, ils n'admettaient pas qu'on puisse engraisser des vaches à l'herbe. C'est pas possible. Alors que moi, je le fais, mais mon système est tellement atypique, tellement loin des autres, que ça ne parle pas assez. En fait, c'est trop décalé. Moi qui vois la différence sur 30 ans, c'est hallucinant. Quand j'étais conventionnel, j'ai arrivé à produire 1 kg de carcasse par jour. En fait, c'est des animaux, ils prenaient en gros presque 1,8 kg, 1,9 kg de croissance tous les jours. Aujourd'hui, je fais 10 kg par mois. Et les jeunes, en fait, ils veulent toujours ça aille très très vite. Et il faut apprendre à ralentir. En allant moins vite, on fait plus de marge. Mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Même ma comptable, moi, elle a mis 2 ans à le comprendre. Mon fils, là, il est à l'école à Montmorillon, là, pour faire un BTS. Et ils ont commencé à fournir les chiffres. Et puis le prof, il ne comprend pas comment on puisse dégager du revenu avec 25 vaches. Il n'y a pas beaucoup de... oui, mais ça c'est... Et donc en fait aujourd'hui, on a du mal à... Ces jeunes, on leur explique un modèle, mais nous on est rendu maintenant tellement loin que ça leur paraît pratiquement inatteignable. J'ai reçu il y a 4-5 ans maintenant des élèves ingénieurs de l'école d'agroécologie voyageuse, qui sont dans le centre de la France là. Donc ils ont tous fait le tour du monde, tout ça, ils ont fait plein de choses. Ils ont eu des modèles vraiment différents. Ils sont venus à la maison. La visite a duré 2 heures, elle a duré 5 heures. Il y a des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Mais pour eux, dans leurs idées, il y avait des choses qui étaient impraticables, qu'on ne pouvait même pas mettre en place. Donc ils ont des grandes idées, des grandes théories, mais moi je suis sur le terrain et je les mets en place. Je vois si c'est possible, si c'est rentable ou pas. Et donc aujourd'hui, le souci c'est qu'on entrechoque la réalité virtuelle un petit peu, et puis les gens de terrain comme moi. Donc aujourd'hui on essaye, c'est plus facile que les gens viennent sur le terrain, ils voient du concret, ils voient des vaches, ils voient le pâturage, ils voient l'herbe qui pousse. Pour eux c'est plus parlant que de l'expliquer. Et en revenant le soir, ils en cogitaient avec leurs profs, avec leurs parents, et ça pourrait faire peut-être bouger un peu les lignes. Mais c'est complexe. Ouais, sur la SSA, en plus de cette barrière culturelle à laquelle on est confronté, il y a quand même un enjeu aussi conceptuel, quoi.
C'est déjà de se dire ça peut être potentiellement les caisses de mutualisation sociale qui portent ça, c'est frapper du point du bon sens. Sur l'État, quand on voit l'État aujourd'hui des autres caisses de retraite, etc., on se rend compte que globalement il y a une mobilisation citoyenne qu'il va falloir fortement faire émerger de terre pour garder déjà nos droits, nos acquis. Bon, cela étant dit, la SSA, ça ne nous empêche pas de travailler dessus, mais pour la connecter déjà à tout ça, en fait, je pense que c'est des chantiers qui vont avancer en parallèle pendant longtemps et qui vont mettre du temps avant de se rencontrer. Parce que c'est un énorme boulot à faire déjà en amont pour restructurer, relocaliser des filières, et en plus de ça, se reconnecter après à la MSA et créer des caisses locales qui soient capables de sécuriser l'alimentation auprès des plus démunis et de faire en sorte, de manière privilégiée, d'aller se fournir auprès des maraîchers et auprès des éleveurs qui se sont connectés au système local. On commence sur le papier, à avoir un système qui est quand même assez complexe. Après, je pense que c'est notre job de faire en sorte de le fluidifier, de le vulgariser, de le rendre très, très, très accessible, mais évidemment que c'est complémentaire, évidemment que ça va avec. Et oui, je leur en parle, d'ailleurs, la plupart sont déjà au courant en études supérieures de ce qui se passe. Après, c'est une économie d'ingé un peu particulière, j'ai déjà fait un pas de côté. Donc, mais on va prendre encore 2 questions, parce qu'on avait promis qu'à 13h, on s'arrêterait, parce que monsieur le directeur des syndicats de bassin des rivières de l'Angoumois vient d'arriver. C'est lui qui nous permettra cet après-midi de faire cette visite exceptionnelle des sources de la Tour. Donc je me suis engagé à ce qu'il ne rentre pas trop tard chez lui ce soir. Je m'excuse, mais je le connais depuis longtemps et je ne voudrais pas qu'il m'en veuille parce que je serais vexé. J'ai le droit de poser une question? Oui. Oh, merci. On a évoqué, vous avez évoqué la nécessité du respect du prix de revient. Mais ce qui n'a pas été très évoqué, c'est les problèmes d'avance de trésorerie. Et comme vous raisonnez sur des systèmes qui demandent des temps longs, les problèmes d'avance de trésorerie peuvent être un sacré frein. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous envisagez, déjà l'accueil qu'on a au niveau financier dans les systèmes bancaires finançant l'agriculture, et puis comment vous envisagez de faciliter le système? Non, en fait, les banquiers ne nous aiment pas trop parce que comme on achète du matériel, il est beaucoup plus petit. Et le souci qu'on a maintenant, moi mon fils prendra ma suite dans 3-4 ans, c'est que nos modèles, comme ils font pas partie d'une moyenne, ils ne sont pas valorisés, donc ils ne vont pas les défendre. En fait, la banque, ce qu'elle veut, c'est que le futur installé, il rentre dans un système. Ils ont des moyennes, ils ont des notes. Bon, mettons, il rentre entre 5 et 10, s'il est dans la moyenne, ça passe. Moi, mon système est tellement atypique qu'il faudra avoir d'autres preuves parce que on fait moins de chiffre d'affaires, on fait moins de charges, on fait moins de marché de système, mais il est rentable. Donc, il faudra qu'on trouve d'autres solutions. On travaillera avec Impact pour arriver. Mais c'est vrai que le problème de la trésorerie, c'est important ici parce que nous, notamment en viande bovine, quand on a un petit veau, si une femelle a fait son premier veau à 3 ans, donc déjà, il faut être patient, il faut passer tout ça là. J'engraisse des bœufs que j'engraisse jusqu'à 4 ans, donc c'est totalement, même si on les vend en chair à la fin, mais toute cette durée-là, il faut avoir de l'argent pour vivre au fur et à mesure, donc ça c'est très complexe, mais dans mon système, quand il y aura une reprise derrière, c'est qu'il faut très peu de capitaux au départ. Donc à partir de là, on a moins de remboursement à faire à la suite, ce qui fait qu'on est résilient, et au départ, on peut faire avancer le système, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qu'on peut vendre un peu plus vite, et puis ça permet d'avoir de la trésorerie, mais c'est quand même très complexe de pouvoir en vivre sur la durée aujourd'hui. Comment va mon banquier? Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on commence à réfléchir des systèmes et dont on respecte l'économie, dont on est capable déjà de dire ok, je m'installe, première année, je vais calculer mes prix de revient et mon prix ce sera ça, et qu'en face de nous, on a des filières entières qui nous disent ok, on vous croit, vous êtes fait certifier, il y a quelqu'un qui est passé, qui vous a contrôlé, que le problème de trésorerie et l'avance de trésorerie, elle n'a pas lieu d'être dans les années qui suivent.
Sauf si, aléa majeur, climatique, qui fait que il y a un crash à un moment donné de la production. À ce moment-là, il y a des outils qui existent, même bancaires, il y a des outils, il y a des court termes, c'est possible. Ce qu'a dit Eric est très juste, le premier frein, par contre, à ce moment-là, quand on va aller voir la banque, ils ne vont pas avoir de référentiel, ils ne vont pas avoir de points de comparaison, et en fait, ils vont devoir aller travailler la légitimité de nos propos, donc ils vont nous faire bosser la plupart du temps, nous on n'y rejette pas. Et ouais, faites-moi un prévisionnel sur 5 ans économique, ouais, d'accord, bon, j'ai déjà fait, tenez. Et après, il faut pouvoir le faire, ça renvoie à la question de la formation. Tout le monde n'est aujourd'hui malheureusement pas capable de le faire. La deuxième chose, c'est que quand on parle d'avance de trésorerie, déjà, ça veut dire qu'on est déjà sur des systèmes économiquement bien chahutés, quoi. Fragiles, très fragiles. Donc ça veut dire que c'est juste la partie émergée de l'iceberg, en fait. On sait qu'il y a des choses dans le fond dont ça va pas. On n'en a pas parlé avec Laurent, mais en fait, ça fait quand même plus de 3 ans que là, les fermes, même en bio, font très peu, voire pas de résultats. Ils sont sur leur fonds propres. Donc du coup, quand on voit ça, forcément problème de trésorerie. Mais si on réadapte les prix de revient, les prix de vente en fonction des prix de revient tous les ans, parce qu'il y a des aléas, ça change la donne. Mais ça suppose de repenser la filière en amont. Ça suppose que normalement les coopératives qui sont censées travailler pour nous se remettent à faire ce boulot-là, parce que là, les prix sont bloqués. Donc c'est un changement presque de paradigme économique par rapport à nos 50 dernières années d'économie travaillée avec ces petites coopératives. Dernière question. Alors, moi, je tiens à vous remercier pour tous ces apports que vous nous avez fait ce matin, parce que j'ai appris énormément. Et je me réjouis qu'en fait, il y a une dynamique qui s'opère sur le territoire, et j'en avais pas conscience. Donc, merci vraiment. Et vous mettez l'accent sur la nécessité de nous parler et d'arriver à ce que toutes les parties prenantes soient entraînées dans ce changement de paradigme. Mais en fait, le changement de paradigme, il a déjà eu lieu. C'est l'anthropocène, c'est le changement d'ère géologique, il est là. Il provoque le réchauffement climatique, et j'insiste sur ce point. Je suis un petit peu énervé qu'on parle de changement climatique. Oui, certes, c'est un changement climatique, mais c'est un changement très singulier, c'est un réchauffement climatique. Et alors ça, je parle à titre personnel. Et en tant que médiateur, ensuite, vous avez parlé de résilience et effectivement, traiter les fragilités des hommes, des territoires, etc., c'est très important. Et par ailleurs, vous avez parlé qu'il faut encaisser les variations de production, notamment vous avez cité l'exemple de la formation des cuisiniers. Et ça porte un nom, ça s'appelle la robustesse. Et je voudrais insister sur ce point. Être résilient, c'est important, mais ça veut dire que le système, il est un peu tombé. Donc, si on pouvait essayer de le faire tomber, c'est-à-dire d'avoir des systèmes robustes qui soient en capacité intrinsèque d'encaisser les chocs sans se détruire. J'ai oublié ce que je voulais dire d'autre, mais je vous remercie. Mais c'est déjà beaucoup. Alors, ça nous plombe un peu avant la pause. Mais bon, c'est un constat qu'on peut que partager, hein, ce que tu viens de préciser. Et effectivement, on est face à une situation. Ce qu'il faut quand même retenir de ce matin, c'est que il y a rien totalement de perdu. Même si je reviens sur ma présentation du départ, sur un territoire extrêmement dégradé et dans une souffrance extrême au niveau, puisqu'on a parlé de l'entrée d'eau avec les slides et la présentation d'Anne. C'est l'alpha et l'oméga, hein. C'est l'entrée, quand on parle d'eau, on parle de biodiversité, et on parle effectivement de tout ce qu'on a abordé ce matin, quoi. Donc, merci à toutes et à tous. Cet après-midi, je ne sais pas trop le temps qu'on s'alimente, donc il y a un repas militant, hein, c'est à prix libre. On est certain à avoir amené de la nourriture, chacun fera ce qu'il pourra, ou ce qu'il voudra surtout, mais je crois qu'il y a de quoi nourrir tranquillement le monde. Le président du syndicat des rivières de l'Angoumois, je l'ai vu mettre sur la table des documentations, il est à votre disposition, il va manger aussi, hein, je lui ai promis qu'il allait manger. Et puis donc, je ne sais pas, vers 14h30 dans ces eaux-là, on se déplacera bien sûr en voiture, hein, et on ira sur le parking des sources de la Tour. Je
Je pense que c'est le plus simple, Mathieu. Et puis donc, il nous guidera, il nous expliquera le fonctionnement de cette rivière assez extraordinaire qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire, comment elle est alimentée, et aussi les projets qu'il y a autour, ou les sollicitations que la rivière connaît. Enfin bon. Donc, à tout à l'heure et bon appétit.